La première question que l'on se pose quand il y a un drame de cet acabit qui nous arrive? Alors, ça dépend quel drame. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend quel drame nous tombe dessus. Quand j'ai su que j'avais mon burn-out, la première question que je me suis posée, c'était quand est-ce que je vais pouvoir retravailler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, que se passe? Pourquoi mon corps me lâche? Pourquoi je comprenais pas. J'avais tout de même envie de me taper très très vite pour retourner au travail et que tout le monde oublie ce qui s'était passé. Parce qu'on est plutôt là-dedans quand on est en burn-out, surtout dans le déni du burn-out à cette période-là. Ensuite, si je parle du cancer, la première question que l'on se pose, que je me suis posée, puisque je n'ai pas je parle que de mon expérience, c'est est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il existe un traitement pour me guérir? Ça, c'est la première question. Et ensuite, on se demande très rapidement, en tout cas, je me suis demandé très rapidement, mais pourquoi moi? Donc, j'ai vécu un burn-out quand j'avais 28 ans, un cancer à 32 ans et une infertilité déclarée à 36 ans. Et en fait, les rebonds de ma vie ont fait ce que je suis aujourd'hui. Caroline Leplour, enchantée de vous rencontrer. De même. Ouais. Alors, bienvenue au Café Change, donc le podcast où l'on peut s'exprimer sur les thématiques d'ordre affectif, relationnel et sociétal. Notre objectif est de partager des échanges riches et inspirants à travers le monde. Okay. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et en fait, donc moi, j'ai pu avoir accès à votre livre. Ce qui touche directement et peut-être même la source de son inspiration, c'est votre histoire. Oui, tout à fait, c'est mon histoire. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette histoire-là? Alors, la présentation, on va dire, habituelle que je fais, c'est Caroline, 39 ans, burn-outée de la vie, cancéreuse en rémission, ovaire avec date limite de péremption dépassée, mais pas totalement paumée. Donc, j'ai vécu un burn-out quand j'avais 28 ans, un cancer à 32 ans et une infertilité déclarée à 36 ans. Et en fait, les rebonds de ma vie ont fait ce que je suis aujourd'hui, pour résumer l'histoire. Après, je peux en dire un peu plus. Ah, mais ça, c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. C'est vachement précis. En tout cas, c'est bien. En tout cas, c'est vraiment précis. Merci. Et alors, ce burn-out à 29 ans. Ouais, burn-out à 29 ans. Je vais quand même prendre la liberté d'ajouter quelque chose. C'est ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenue aujourd'hui, mais qui suis-je aujourd'hui pour repartir du burn-out après. Alors aujourd'hui, je suis à la fois auteur et interprète du One Woman Show La Chauve-souris avec un T, dont on parlera. Donc c'est un One Woman Show très humoristique dans lequel je raconte mon histoire et notamment mon cancer pour pouvoir sensibiliser et soutenir grâce au rire, parce que le rire est un vecteur très important pour moi de partage d'expérience, de partage d'énergie, de ressources, de résilience. C'est un mécanisme qui est intégré chez moi en tout cas, même s'il y a plein d'autres leviers de résilience qui existent, on en reparlera peut-être. Auteur aussi d'un livre, Le complexe du trampoline, ou comment j'ai réussi à rebondir face aux galères de ma vie, édité chez Flammarion. Et aujourd'hui, je suis psychopraticienne également et j'accompagne les personnes sur leur chemin de résilience à travers des conférences et des ateliers d'accompagnement en groupe ou en individuel. Voilà ce que je suis aujourd'hui. D'accord, ok, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est ça. Ok, psychopraticienne en quoi? Alors, je suis spécialisée en somatothérapie. Donc, c'est un accompagnement qui vise à prendre le patient dans sa globalité corporelle, émotionnelle et psychique. Donc, je suis multiréférentielle, j'utilise plein d'outils différents qui vont être des outils qui peuvent être des outils qui utilisent le verbal. Je vais utiliser la méditation guidée, je vais utiliser plein d'outils, la schémathérapie, tout un tas d'outils pour pouvoir répondre au mieux aux besoins du patient en fonction de sa problématique et surtout en ayant toujours en conscience l'interdépendance du corps, de la tête et du psychique. Enfin, du corps, de la tête et du cœur, évidemment. Pardon, voilà. D'accord, ok. Et depuis quand ça? C'est arrivé comment? Comment c'est arrivé? En fait, tout a commencé au burn-out. Donc là, on revient au début de l'histoire, mais je me suis reconvertie en fait il y a quelques années. Pour tout dire, j'ai commencé ma vie
Je me suis engagée dans l'armée quand j'avais 19 ans. C'est une super leçon de vie, même si j'ai pas poursuivi l'armée parce que je me demandais toujours pourquoi je faisais les choses, donc ça pouvait décidément pas. C'était pas possible que ça matche entre l'armée et moi. Hein. J'étais toujours en train de me poser la question du pourquoi je faisais les choses. Mais en fait, à la base, je voulais faire des études littéraires. Je voulais devenir philosophe ou écrivain ou psycho-praticienne, sans trop savoir vraiment. Psychologue, je me disais ça à l'époque, ou comédienne. Et au final, je suis rentrée dans l'armée parce que mes parents voulaient que je fasse un vrai métier. Et du coup, je suis finalement revenue à mes amours après par la force des choses, en fait. Mais c'est le parcours et le cheminement qui a fait que je suis revenue à ça, presque, entre guillemets, presque malgré moi. Donc, je me suis reconvertie il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans. Donc, la première étape vraiment de ce processus-là, ça a été ce burn-out? La première étape, ça a été l'armée, puisque pendant l'armée, j'ai décidé de dire non pour la première fois de ma vie. J'ai appris à dire non à l'armée. Ça a été une grosse étape. J'ai décidé de m'affirmer, d'écouter mon corps aussi. J'ai commencé à écouter mon corps à l'âge de 19 ans à peu près, puisque j'ai vécu j'ai eu une très grosse lombalgie quand j'étais à l'armée et j'ai dû être allongée pendant 3 jours non-stop sans bouger. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé d'arrêter. Donc, vraiment, je me suis posée, j'étais plus dans l'action et j'ai commencé à me dire bon, qu'est-ce que je fais de tout ce qui se passe là. Au fond, je savais que j'étais pas raccord avec mes valeurs, avec ce que je souhaitais faire de ma vie. Et ce jour, j'ai décidé d'arrêter l'armée. Et ensuite, après l'armée, j'ai repris mes études. Et j'ai fait des études en marketing et en communication, ce qui me sert aujourd'hui. Hein, c'est toujours je dis jamais d'échecs, toujours des leçons de vie. Ça, c'est clair pour moi. Et, du coup, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le marketing et au bout de quelques années seulement, j'ai burn-outé, j'ai explosé en vol. Donc, j'étais responsable marketing jeune cadre dynamique à la Tour de la Défense, comme je l'appelle. Et donc voilà, donc j'étais quelqu'un qui travaillait, qui était très travaillomane et surtout qui ne connaissait pas ses limites. Et donc à cet état, voilà ce que je peux dire. Et c'est ça qui vous a mené au burn-out? Ouais, c'est que je travaillais énormément, je n'écoutais plus mon corps, j'étais dans la performance, dans le besoin d'être parfaite. Toujours plus, c'était jamais assez bien. J'ai rencontré certainement un manager qui m'a peut-être pas forcément bien accompagnée parce que j'étais surchargée d'activités. J'avais pas, voilà, j'ai alerté, mais ça n'a pas été entendu. Mais je n'ai pas su dire stop non plus. Et donc, j'ai continué et je me suis réveillée un soir au travail à 23h, ce qui peut nous arriver dans le domaine du marketing, mais je me suis réveillée à 23h un soir en levant la tête, en regardant j'étais au 27e étage d'une tour et là, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et je pense que si la fenêtre était ouverte, j'y serais allée. Et là, j'ai eu un déclic énorme, un choc énorme. Et je me suis dit, stop. Donc, j'ai arrêté le boulot ce jour-là. Le lendemain, mon corps me lâchait complètement. Et quelques temps plus tard, je développais mon cancer. Donc voilà. Ah oui, quand même. Ouais, ça a été un cheminement. Mais effectivement, tableau noir, mais qui m'a appris énormément de choses. Au final, j'aimerais savoir, c'est quoi la première question que l'on se pose quand il y a un drame de cet acabit qui nous arrive? Alors, ça dépend quel drame. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend quel drame nous tombe dessus. Quand j'ai su que j'avais mon burn-out, la première question que je me suis posée, c'était quand est-ce que je vais pouvoir retravailler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, que se passe? Pourquoi mon corps me lâche? Pourquoi je comprenais pas. J'avais tout de même envie de me taper très très vite pour retourner au travail et que tout le monde oublie ce qui s'était passé. Parce qu'on est plutôt là-dedans quand on est en burn-out, surtout dans le déni du burn-out à cette période-là. Ensuite, si je parle du cancer, la première question que l'on se pose, que je me suis posée, puisque je n'ai pas je parle que de mon expérience, c'est est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il existe un traitement pour me guérir? Ça, c'est la première question. Et ensuite, on se demande très rapidement, enfin en tout cas, je me suis demandé très rapidement, mais pourquoi moi?
pourquoi moi, et je me suis questionnée sur le sens de la vie, sur la croyance. Très rapidement, je me suis demandé, j'ai un peu investi tous les champs de croyances possibles, le bouddhisme, les religions, tout ce qui était... voilà, j'ai essayé de voir un petit peu à quoi je pouvais me raccrocher dans cette période si désespérée. Et puis, je me suis questionnée sur est-ce que tout est programmé, est-ce que tout est une question de hasard, est-ce que, voilà, il y a une petite pointe de culpabilité dans tout ça, on se questionne, on cherche en fait la manière de pouvoir agir, je pense, au fond de tout ça. Comment on va pouvoir agir en fait sur ce qui nous arrive. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on a la capacité d'agir sur la manière de l'appréhender. Et donc, c'est au moment où je me suis questionnée sur les croyances que je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi, hasard, programmation de la vie, effet papillon, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une chose sur laquelle je peux agir, c'est moi. Et donc, je vais croire en moi. Et j'ai travaillé sur ça, en fait, pendant que j'étais malade. Je me suis dit que j'allais travailler sur le fait de me donner assez d'énergie pour combattre et donc me ressourcer un maximum et donc accéder à mes ressources, contacter mes ressources profondes. En fait, ça a été ça. Grande réponse pour une petite question comme ça. Ouais, mais c'est qu'elle ne veut être pas si mal, cette petite question, finalement. Elle cachait un truc derrière. C'est ça. Ouais, ok. Et en fait, donc, vous avez essayé un peu de fouiller dans les croyances existantes, mais Oui. à la base, vous partiez de quelles croyances, vous? Alors, moi, j'ai été, j'en parle dans le complexe du trampoline, j'ai été inscrite au catéchisme quand j'étais petite. Mais j'ai vécu des drames assez jeunes, en fait. J'ai perdu une demi-sœur d'un accident de voiture quand j'avais 9 ans. J'ai été agressée quand j'avais 14 ans. J'ai vécu, comme certainement beaucoup de personnes, des deuils et des événements douloureux qui se sont cumulés dans ma vie. À 23 ans, j'ai perdu mon beau-père d'un cancer foudroyant. Donc avant les galères qui me sont arrivées directement, j'ai aussi vécu des traumatismes, en fait, qui ne m'impliquaient pas moi, mais qui me touchaient évidemment directement. Et donc, assez jeune, je me suis questionnée sur la croyance en général. Je me souviens d'une séance en catéchisme où j'ai demandé, en fait, je voulais des faits. J'ai un cerveau très émotionnel, mais aussi un cerveau très factuel. Et donc, je demandais, en fait, qu'on me donne des faits. Et donc, j'ai ouvert la porte en me disant, voilà, est-ce que je dois y croire ou pas? Je ne sais pas. Mes parents m'ont laissé libre de choisir ce en quoi j'allais croire ou pas. Et je me suis dit, je ne sais pas. Je voulais pas répondre à cette question. Je me suis laissé les années faisant, je me suis laissé du temps pour y répondre. Aujourd'hui, donc je dirais que je partais de peut-être d'une croyance plus bouddhiste, d'une philosophie plus bouddhiste. Ayant voyagé en Inde, j'ai été très, très, très touchée par cette philosophie de vie, cette acceptation face à ce qui se passe dans la vie. Et donc, je partais peut-être de là et j'ai poursuivi sur ce chemin. Je pense que toute croyance est bonne. Elle a des vertus parce qu'elle permet de garder l'espoir. Elle permet de se donner des points de repère. Parfois, elle permet aussi de répondre à la question du pourquoi. Ça aide certaines personnes à y répondre, donc elle a des bénéfices. Et donc voilà, moi, je suis restée fidèle à la philosophie bouddhiste, en fait, je pense, de manière très concrète. Et puis surtout, au-delà de toutes ces philosophies et toutes ces croyances, j'ai voulu mettre le croire en soi en premier sur le chapeau, quoi. Pour moi, c'était fondamental de d'abord travailler pour que je puisse croire un maximum en moi, en ce que je suis, en ce que je peux faire. Et donc voilà. Il y a eu quand même un enchaînement d'événements, donc burn-out, cancer, voilà, etc. Et entre chaque événement, est-ce que vous avez eu le temps ou la possibilité de vous remettre du précédent? C'est une super question qu'on n'a jamais posée. Le mot qui me vient quand vous me posez cette question, c'est le mot plaisir, en fait. C'est-à-dire que j'ai assez rapidement, parce qu'on se demande souvent, est-ce qu'il y a une prédisposition à la résilience ou pas? Moi, on me nomme résiliente multirécidiviste. Hein, c'est mon éditrice, c'est Flammarion, qui m'appelle, et c'est sur la 4e de couve, c'est ça, Caroline, résiliente multirécidiviste. Je pense qu'il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis dans la capacité à pouvoir être résilient, mais qu'on peut toujours, on a tous des ressources, seulement il faut pouvoir les activer.
Je pense qu'en effet, j'ai eu très tôt, très vite, cette philosophie de vie, en fait, et cette capacité à rebondir. Alors, récupérer, non, pas toujours. J'ai pas toujours eu l'occasion de pouvoir récupérer entre deux. C'était des fois un petit peu comme dans une tempête où on se prend un coup, on a à peine le temps de reprendre sa respiration, on repart et on se reprend un autre coup et on repart comme ça. Et il faut continuer à avancer. J'aime bien aussi l'image de la bicyclette où il faut continuer à pédaler pour pas tomber. Donc, c'est un petit peu des petits pas. Parfois, j'ai eu le temps un peu de récupérer, notamment après le cancer. Je me suis octroyé quand même un peu de temps pour que mon corps récupère. J'ai toujours essayé de faire attention, de prendre soin de mon corps, de lui donner assez d'eau, assez de repos. Mais le vecteur et le mot qui me vient quand vous me posez la question, c'est le plaisir. Ce qui m'a permis, moi, de me ressourcer vite et de récupérer vite quand il m'arrivait une galère, c'était de me reconnecter au plaisir, en fait. Au plaisir et aux choses qui me faisaient plaisir. Et donc, quand on fait des choses qui nous font plaisir, c'est des choses qu'on fait et qui presque peuvent nous ressourcer également. On donne de l'énergie, mais on récupère aussi de l'énergie. C'est ce qui m'arrive sur scène, par exemple, quand je joue la pièce, le One Woman Show, la chauve-souris, il y a tellement de rire dans la salle que je donne en énergie, mais je récupère aussi beaucoup d'énergie par vague. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui se fait comme ça. Donc, voilà. C'est mon plaisir. Mais donc, vous avez la capacité ou vous savez comment vous faire plaisir. Mais se faire plaisir, justement, est-ce que c'est un savoir? Alors, oui, j'utilise savoir se faire plaisir parce que je voulais des verbes d'action dans le livre que j'ai écrit. Donc, je voulais des thèmes universels avec des verbes d'action. D'accord. Je pense que ça a été pour moi quelque chose qui, pour le coup, n'était pas inné. Le savoir se faire plaisir, je l'ai appris. Je l'ai expérimenté très jeune parce que quand on est enfant, on est connecté en fait au plaisir. De fait, un enfant, innocemment, va aller vers les choses qui lui font plaisir. Va pas en fait avoir tous ces filtres et ces prismes de jugement sur lui, de jugement sur les autres, de base, on va dire. Je vulgarise énormément. Il va quand même plus facilement être connecté au plaisir. Et donc, je pense que moi, j'ai appris dans mon histoire personnelle à me reconnecter à ce mouvement-là en moi. C'est comme quand on parle de se connecter à l'enfant intérieur, se reconnecter à son petit enfant intérieur. Des fois, il est en colère, il faut le faire parler, il faut le faire s'exprimer. Mais en tout cas, si on arrive à se connecter à cette part enfantine et amusée qui nous anime et qu'on garde toute notre vie, je pense que c'est quelque chose que j'ai pas su faire petite, que j'ai fait de manière un peu, je dirais, intuitive au début, que j'ai perdu avec les années. Et que j'ai pas continué à faire, en tout cas petite et adolescente, et que j'ai dû essayer de me reconnecter à ça quand vraiment j'ai été au fond du trou. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé de me reconnecter à ça et que j'ai réussi à revenir au plaisir. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mise à écrire, parce que quand j'étais en chimiothérapie, j'écrivais tout ce qui me faisait rire et j'avais besoin de rire, donc j'écrivais tout ce qui me faisait rire. Je prenais plaisir à écrire. Et à raconter à ma famille ce qui m'était arrivé, un peu comme une sorte de témoignage posthume humoristique. À la base, c'était un petit peu ça l'idée. Je voulais les faire rire en fait. Et finalement, en faisant ça, j'ai découvert que ça me faisait énormément plaisir, que je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai découvert cet ancrage-là, l'écriture, pour me faire plaisir. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Je décide aujourd'hui de l'actionner parce que je le connais. Le mécanisme du rire et de l'écriture, aujourd'hui je les connais, donc je les actionne, mais effectivement tout à chacun peut commencer par chercher un petit plaisir, sentir son café chaud, sentir l'herbe coupée. Voilà, il y a des choses qui sont très simples auxquelles on peut se connecter, et c'est comme ça que moi j'avais recommencé à me connecter au plaisir. D'ailleurs, quand j'étais en chimiothérapie, j'adorais sentir le soleil à travers la fenêtre sur mes pieds. C'était des petites choses, mais qui m'ancraient dans quelque chose de positif qui me faisait plaisir. Et je me sentais bien à ce moment-là. J'étais dans l'ici et maintenant. J'étais connectée à quelque chose qui me faisait plaisir. Et c'était pour moi fondamental, en fait. C'est hyper important, ces moments-là. Donc, on n'est pas obligé non plus de faire des choses extraordinaires pour se faire plaisir. C'est très simple, finalement. Donc, un savoir, oui, quand on n'a pas appris et quand on l'a pas cultivé, oui, ça devient quelque chose qu'il faut réapprendre. Mais en soi, tout le monde y a accès. C'est clair. Donc, le plaisir, donc essayer de redécouvrir ce qui nous fait plaisir, ça peut être une manière de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est ça. Et se poser des questions simples, en fait. Se dire, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir, là, tout de suite, maintenant? Pas
Parce que souvent, ce que je constate en consultation, c'est des montagnes, en fait. Ah oui, j'aimerais avoir, je dis n'importe quoi, construit une maison de 200 mètres carrés où je voudrais monter l'Himalaya. Oui, non, ok. Et si on revient maintenant, ici, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui ferait plaisir là, tout de suite? Et là, on arrive à finalement trouver toujours un petit truc et commencer par ça, en fait. Arriver déjà à identifier un petit plaisir tout de suite, ici et maintenant. Et qui peut nous apporter dans l'immédiat, en fait, finalement. Exactement, ouais. Eh bien, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Je me suis toujours rendu compte que les gens qui ne vont pas bien et donc qui l'expriment, souvent, ils arrêtent de faire les choses qui leur font plaisir. C'est incroyable. Alors, ils vont pas bien, mais à la fois, ils ne nourrissent plus leur vie de choses qui leur font plaisir. Ouais, c'est un peu le cercle vicieux, c'est ce qui me vient quand je vous écoute. C'est un peu soit le cercle vicieux, soit le cercle vertueux. Si je nourris le négatif va se nourrir. Si je nourris le positif, peut-être que le rouage va partir en sens inverse et va progressivement revenir à quelque chose de positif. Oui, en effet, ce dont je me suis rendu compte quand justement je me suis reconnectée au plaisir au moment de l'écriture et avec le recul de mon histoire aujourd'hui, parce qu'il y a des choses dont je me suis rendu compte après coup, évidemment, c'est que finalement, à partir du moment où je faisais les choses en sentant, parce que j'étais déconnectée à mon corps, aujourd'hui je me suis reconnectée comme il faut, donc j'ai appris aussi à me connecter petit à petit avec l'expérience, mais on peut le faire par des techniques aussi très simples comme la méditation, le yoga, il y a des choses où tout simplement en se posant et en prenant le temps d'écouter ce qui se passe en soi, prendre vraiment ce temps-là, le body scan, il y a tout un tas de techniques qui sont très très vertueuses pour ça. Je me suis rendu compte, en tout cas après coup, qu'à partir du moment où je prenais des décisions, en sentant ici que c'était OK, c'est-à-dire que quand je disais un oui, vous voyez, c'est quand vous dites oui et qu'en fait vous avez envie de dire non. On le sent que le oui, il ne sort pas de la même manière. Alors idéalement, il ne faut pas le dire oui si on n'a pas envie, mais si on le fait et que ce n'est pas OK, parce qu'on n'était pas sûr de sa réponse, on le ressent corporellement. Donc je sais qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions, que c'était OK au niveau dans mon corps, dans mon cœur, que c'était OK, dans ma tête, que c'était OK, et que je l'ai fait en me connectant à une part de plaisir, en disant voilà, en quoi ce que je vais faire là, ça va me faire plaisir. Je ne parle pas du plaisir freudien, va des rétros, il faut pas, voilà, c'est pas bien, le plaisir, c'est pas bien, c'est le côté obscur de la force. Non, là, je parle du plaisir comme indicateur de bonheur, en fait. Et je pense que, il me semble, ce que je propose, c'est pouvoir se connecter justement à ça, se dire, si je sens que dans ce que je vais faire demain, à la fois, je vais effectivement donner de ma personne, mais en même temps, je vais me faire un peu plaisir. Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Je pense que, en questionnant ces trois dimensions de soi, je pense qu'on peut prendre des décisions qui sont ancrées et qui sont beaucoup plus authentiques. Mais ça veut dire que ça pourrait nécessiter un alignement. D'une certaine manière. Oui, tout à fait. Après, c'est le propre de ma pratique, la somatothérapie, même si je pense que, d'une certaine manière, les psychothérapeutes, entre guillemets, d'aujourd'hui, ont quand même tendance à prôner cet alignement-là. On pourrait en parler des heures, c'est comme parler des symptômes physiques, des mots physiques qui nous donnent des indications sur les mots psychologiques. Voilà, j'en ai plein le dos, il y a plein d'expressions qu'on utilise et qui peuvent donner énormément d'indications et de matière pour être accompagné et comprendre qu'il y a quelque chose de plus psychologique derrière tout ça. Pas tous les mots, mais certains en tout cas. Vous avez cité le côté obscur de la force. Ouais. Alors, le côté obscur de la force, c'est quoi? Alors, le côté obscur de la force dans le complexe du trampoline, c'est pas tout à fait celui dont j'ai parlé là. Dans le complexe du trampoline, il y a un chapitre, c'est peut-être ça ce à quoi vous faites référence, qui s'appelle le côté obscur de la force. Le côté obscur de la force dans le livre, c'est ce que j'appelle la théorie de la relativisation. C'est un moment où j'étais très très mal, vraiment, j'étais en dépression profonde, j'étais pas bien. C'était après la maladie, c'était après le combat, en fait, et ça arrive d'ailleurs à beaucoup de personnes quand on est dans le combat, on est dans l'action, puis après, il y a l'abattement psychologique qui arrive. Je me suis amusée. J'en suis pas fière, mais ça m'a quand même aidée. Et je me suis amusée à l'époque à me réjouir, mais c'était pas vraiment me réjouir, mais à questionner le malheur des autres, en fait. Je regardais autour de moi, j'essayais de relativiser sur ce qui m'arrivait.
j'ai eu un burn-out, j'ai eu un cancer, je vais peut-être pas pouvoir être maman demain. Voilà, je me dis, et après ça, enfin, j'en pouvais plus. Et j'ai regardé autour de moi et effectivement, je me suis questionnée sur le malheur des gens autour de moi et je m'amusais à relativiser ma situation par rapport au malheur de quelqu'un, me rassurant en me disant, ce n'est pas parce que je veux me réjouir de son malheur, mais c'est parce que je me dis au moins il n'aura pas servi à Ouais. rien. C'est-à-dire que j'essayais, oui, de relativiser. Je rigole du concept dans le livre, mais en réalité, derrière ça, il y a vraiment une volonté de pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui nous traverse. Hein. On parle plus sérieusement dans le livre, parce qu'il y a une partie trucs et astuces à chaque chapitre, et donc je parle très sérieusement de ça, en expliquant que pouvoir relativiser de sa situation, c'est aussi pouvoir se dire, par exemple, ma situation peut être temporaire. Je passe un nuage, mais derrière, il y aura de la lumière, il y aura du soleil. Ça peut être aussi de se dire, prenons du recul par rapport à la situation ou tout simplement en parler avec quelqu'un d'autre pour pouvoir bénéficier de points de vue différents et relativiser sur sa situation. Donc voilà. Mais dans le livre, à chaque chapitre, je rentre par l'humour dans le sujet en expliquant mon histoire, puisque le rire me permettait aussi de prendre distance de ce qui se passait. Ouais. Et après, toujours, je donne des conseils, des trucs et astuces, avec toujours une pointe d'humour, mais des trucs et astuces sérieux. Là, je mets ma casquette de politicienne à ce moment-là. Ce sont des trucs et astuces qui sont, comment dire, éprouvés, approuvés. Ok, pratique, quoi. Exactement. Et donc, vous avez relativisé, mais vous avez relativisé avec des inconnus ou vous le faisiez aussi avec vos proches? Je le faisais avec des inconnus parce que ça, il n'y avait pas cette charge émotionnelle quand on connaît pas la personne. Voilà, on pose les choses et puis on se dit que le point de vue pourra peut-être être un peu plus objectif. Et puis parfois avec ma famille, ouais, ça m'arrivait de relativiser avec eux aussi, ou c'est eux qui le faisaient pour essayer de me remonter le moral, même si c'est globalement moi qui le remontais. Mais parfois, oui, ça dépendait. Mm. Comment on fait pour remonter le moral à des gens à qui on a nous-mêmes annoncé une mauvaise nouvelle finalement, et alors qu'en plus la mauvaise nouvelle nous concerne nous, mais les impacte eux d'une certaine façon, et c'est nous qui leur remontons le moral. C'est un processus assez complexe finalement. Ben, en fait, pas si complexe que ça, parce que typiquement, quand je parlais de mon mécanisme de résilience par l'humour, en fait, moi, quand j'ai su que j'étais malade, ça a été presque instinctif. Je me suis tout de suite mise à faire des blagues. Et donc là, on est dans un mécanisme de résilience que j'ai à analyser après, qui est de prise de distance, en fait. C'est-à-dire que l'humour me permettait de mettre à distance ce qui se passait, regarder la situation et prendre le temps d'accepter ce qui m'arrivait. Et en fait, j'ai découvert que utiliser l'humour, après, dans l'annonce à ma famille ou dans le dialogue avec ma famille après sur des choses qui étaient difficiles, ça te permettait de dire des choses graves avec un peu plus de légèreté. Alors après, évidemment, tout dépend face à qui on est, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont pas du tout apprécier l'humour dans ces moments-là. Moi, je savais que dans ma famille, c'était un peu l'ADN. L'humour, ça fait vraiment partie de l'ADN de mes proches. Et donc, c'était un mode de communication qui était existant entre nous. Donc oui, je l'ai utilisé. Comment je faisais des métaphores souvent. Je sais que, par exemple, pour expliquer, quand j'ai annoncé que j'étais malade, je me suis amusée à essayer déjà toute seule, j'ai essayé plusieurs techniques. Je me suis dit, tiens, je vais le dire en mode factuel, je vais le dire en mode interrogatif, ou je le dis au moment où je suis en train de manger à l'hôpital, quand ma mère vient me voir et je lui demande de passer le sel. Enfin voilà, j'ai essayé plusieurs manières de le dire. Et donc moi, ça m'a permis d'en rire avant de le dire. Au moment où je l'ai annoncé, j'ai expliqué que j'avais réfléchi à ça tout de suite. Et puis, je me souviens d'une scène, par exemple, où mon frère était complètement dépité. On venait d'apprendre que j'avais un cancer. Donc, le mot avait été posé, lâché. Et donc là, en fait, il faut savoir, quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, chacun réagit. Nous, on est responsable de ce qu'on dit, mais chacun réagit avec son prisme, son vécu, sa fragilité, sa sensibilité. Donc, on n'est pas responsable de la manière dont la personne réagit. On est responsable de la manière dont on le dit. Et je me souviens d'une fois où on était tous complètement dépités dans la chambre. Moi, je trouvais que c'était horrible parce que j'avais déjà la chape de plomb du cancer, mais en plus, j'avais autour de moi des visages complètement... Enfin, c'était mortuaire, j'ai envie de dire, comme ambiance, c'était pas visible.
Et on me sert mon plateau de repas et mon grand frère me dit, ah, Caro, ton assiette va être froide, je vais te la réchauffer au micro-ondes. Et j'en avais tellement marre de cette ambiance pesante qui ne m'aidait pas du tout que j'ai regardé mon frère et je lui ai dit, non, Fred, je pense que le micro-ondes, ça va aller, c'est cancérigène, je ne vais pas en rajouter, quoi. Tout le monde a éclaté tout le monde a éclaté de rire, tout le monde s'est marré et ça a mis un coup de respiration à ce qui venait de se passer. Ça nous a permis de respirer en fait dans tout ça. Ouais. Et c'est à travers aussi ce genre d'événements-là ou de petites anecdotes-là que j'ai découvert que le rire permettait de libérer la parole, de dédramatiser, de démystifier, de dire des choses graves. Le spectacle que je joue et le livre que j'ai écrit, je les ai écrits pour pouvoir passer des messages de fond grâce à l'humour, en fait. Donc voilà. Après, je prône pas le rire, je le propose. Chacun a sa manière de réagir et pour annoncer une nouvelle effectivement difficile à une personne, on va tous y mettre de notre personnalité. Donc il n'y a pas forcément que le rire, il y a plein de choses qui nous composent, mais il y a des personnes qui vont utiliser l'écriture, d'autres qui vont utiliser le dessin. Ils vont choisir les mots avec justesse en fait. Tout est juste. Le tout c'est de pouvoir le faire en étant quand même en accord avec soi-même. Et c'est vrai que on se retrouve face à des gens qui vont réagir de manière très différente et ça on ne maîtrise pas. Donc voilà. Après il faut pouvoir aussi gérer l'après-réaction et comment ça revient en boomerang sur soi, quoi. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Après, il faut aussi savoir se déculpabiliser donc de ce que les autres peuvent ressentir, parce que c'est vrai qu'ils peuvent donc tomber dans une tristesse profonde. Oui. Et ça peut être dur aussi à vivre. Se déculpabiliser, oui. Il faut placer la responsabilité où elle est. C'est-à-dire qu'on est malade. Enfin, la question de la culpabilité, c'est une question de responsabilité. Quand elle est bien ou mal placée, d'ailleurs, dans les deux cas. Moi, je n'étais pas responsable de ma maladie. J'étais malade. Je n'étais pas ma maladie non plus. Pas s'identifier à ce qu'on vit. C'est une maladie que j'ai, qu'il fallait que je vive avec et que je la combatte, qu'elle ne devienne pas une super pote. Donc, à la fois, voilà, il fallait que je l'apprivoise et il fallait que je la combatte. Je m'en suis voulu, à un moment donné, clairement, de faire vivre ça à ma famille. Oui, ça m'a fait de la peine. Je m'en suis voulu. Et je pense que, si je reviens effectivement au rire, ça a été aussi une manière de les protéger. De pouvoir en rire pour leur dire c'est ok, ça va. Et je pense que ça, c'était aussi lié à la culpabilité. Donc, c'est assez juste. Mais en effet, il faut quand même, dans ces cas-là, très rapidement, si on peut le faire, être en mesure de replacer la responsabilité où elle est. Si on est malade, que c'est difficile pour soi, et qu'en plus, on doit porter la responsabilité du mal-être de notre famille ou de nos proches, c'est compliqué. Dans la résilience, il y a quelque chose qui est important, c'est la personnalité qu'on peut avoir, mais aussi l'entourage. C'est un facteur extrêmement important aussi, dans la capacité qu'aura une personne à pouvoir traverser ou rebondir d'un événement difficile. Clairement, il faut s'entourer de personnes qui vont plutôt essayer de nous soutenir et de nous maintenir, nous tirer vers le haut, en tout cas être là présentement, même s'ils sont maladroits, plutôt que de devoir nous-mêmes à la fois combattre, à la fois s'en tenir et en plus, entre guillemets, vouloir sauver les proches et les amis. On a d'autres priorités au moment où on vit, par exemple, une maladie, où on traverse un drame. Il faut pouvoir, en fait, être bien entouré tout de même, je dirais. Vous parlez de la place que vous aviez dans la fratrie. Mm-hmm. Est-ce que c'est en lien, justement, ça aussi ? Alors, le lien avec la fratrie, oui, parce que moi, mon pilier pendant que j'étais malade, c'était ma sœur, qui était très présente. Donc là, effectivement, elle a pris son rôle de grande sœur avec moi. Elle voulait me protéger, elle voulait m'aider. L'importance que l'on a en général, en dehors des événements difficiles dans la fratrie, mais l'intérêt qu'on peut avoir à identifier sa place dans la fratrie, c'est pouvoir en fait observer la première place souvent qu'on a eue dans le monde. C'est-à-dire qu'on arrive au monde, la première place qu'on va avoir dans un groupe, ça va être dans la famille, en tout cas dans une famille, avec nos référents ou parents, enfin en tout cas on va être, voilà. Il est parfois intéressant de se poser la question de savoir si cette place-là, on l'a bien vécue, comment on s'est senti, est-ce que j'ai été aînée, est-ce que j'ai été cadet, est-ce que j'étais junior, est-ce que je me sentais à cette place, est-ce que je me sentais dans le rôle qui pouvait m'être attribué à cette place.
Est-ce que j'aurais aimé avoir un autre rôle dans cette fratrie? Et puis comment après ça peut se rejouer, peut avoir tendance à rejouer notre place parce que notre personnalité se construit là-dessus aussi. Et on peut parfois avoir tendance à la rejouer dans un autre groupe, comme un groupe social autre que professionnel, un groupe associatif, peu importe le groupe. Et il est intéressant, et souvent quand j'ai des patients en cabinet, la question elle se pose quand ils commencent à sentir un inconfort et qu'on peut identifier peut-être qu'ils ont une sorte de dysfonctionnement avec le groupe, parce que derrière tout ça, il y a une quête de je veux être l'aîné et prendre toutes les décisions comme je le faisais quand j'étais dans ma fratrie, ou alors on ne me laissait jamais décider, je veux prendre cette place-là parce que j'ai une revanche sur cette place à prendre. Enfin, voilà. En tout cas, c'est intéressant de se la poser. En général, dans la vie, oui, moi, ça m'a aidé de me questionner là-dessus, parce que j'ai éclairé beaucoup de choses, beaucoup de choses, notamment par rapport à mon rapport au monde et au groupe, grâce à ça. Mais c'est pas toujours nécessaire. Ça peut être utile en tout cas. Oui. Dans le groupe familial, il n'y a pas que les frères et sœurs, on a aussi les parents. On parle souvent des injonctions parentales. Comment est-ce qu'on peut se libérer des injonctions parentales? Alors les injonctions parentales, la première chose qu'il faut pouvoir faire, c'est déjà les identifier, parce que ça peut être des choses qui vont être dites, mais qui vont pas être identifiées par la personne comme une injonction parentale. Je vais prendre un exemple qui est assez caricatural, le sois gentil. Une maman ou un papa ou un référent qui va dire à un enfant sois gentil, en soi, le sois gentil, pris comme ça hors contexte, on peut se dire être gentil c'est bien dans la vie, plutôt pas mal, donc pas trop, pas assez, enfin voilà, il faut trouver ce juste milieu. Après, donc ça va être une phrase qui peut être une phrase bateau, ou alors une phrase qui ne va pas du tout être une phrase bateau comme on peut l'entendre, parce que si vous regardez des livres de développement personnel, vous allez voir sois parfait. C'est un peu ce que j'ai repris les grandes catégories dans le livre, de sois parfait, sois gentil, dépêche-toi, sois fort, etc. Mais parfois, les injonctions parentales, elles arrivent pas comme ça, clairement, dans la bouche du parent. Il y a des petites phrases, des petits mots qui vont être, ou des regards. Parfois, l'injonction, elle est non verbale. Donc, les identifier, ça, c'est la première étape pour moi. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir comprendre ce que ça voulait dire pour le parent. Ce que le parent, a priori, voulait dire lorsqu'il donnait ce mot-là. Si je prends sois gentil, une patiente, sa mère lui disait sois gentil, ça voulait dire fais ce que je souhaite que tu fasses. Ah oui. Sois gentil. Si on donne la définition entre guillemets normale du mot gentil, c'est pas tout à fait la définition du mot. Donc l'identifier, ensuite essayer d'identifier ce que ça voulait dire, probablement quel était le message en fait pour le parent derrière ce mot-là, et puis ensuite identifier la position de l'enfant, comment lui se sentait à ce moment-là, ou comment adolescent ou adulte, comment ça a joué sur lui et qu'est-ce que ça a pu évoquer en lui, quelle réaction ça a amené à avoir en lui, et ensuite il faut pouvoir y répondre. L'adulte qui est en nous doit répondre à cette injonction en disant « Ok, le sois gentil, pour mes parents, ça voulait dire « fais ce que je veux que tu fasses ». Et aujourd'hui, je sais que pour moi, « sois gentil », ça ne veut pas dire ça. « Sois gentil », ça veut dire autre chose. Ça veut dire « comporte-toi bien avec autrui ». Des preuves effectivement de sympathie. Enfin, on met la définition qu'on veut y mettre, en tout cas une définition qui nous est propre. Donc, on met ça en contradiction avec l'injonction parentale passée pour la désactiver en se disant, OK, le sois gentil, ça ne veut pas dire ça. L'adulte qui est en moi sait aujourd'hui que ça ne veut pas dire ça. Et pouvoir justement travailler ce réflexe de, entre guillemets, contre-injonction, enfin de réponse à l'injonction pour pouvoir la désactiver petit à petit. Justement, j'ai l'impression quand même qu'on est des personnes qui sont dans un environnement, l'environnement de base, c'est la famille. Et en fait, cette famille-là a un impact sur nous qui est juste énorme, astronomique. Et au final, il faut, une fois arrivé adulte, se défaire de tout ce qui a été construit pour au final arriver à, je sais pas, une sorte d'authenticité de soi-même, à une sorte de bonheur. On arrive à quoi en fait finalement lorsqu'on arrive à se défaire? Je n'utiliserai pas le mot défaire, je dirais on fait le tri, on fait son petit tri, on dépose le sac et on sort tout ce qu'on nous a proposé et on choisit de ce qu'on souhaite garder, de ce qu'on ne souhaite pas garder. Reste après ça, passage au tamis, je pense, nos valeurs fondamentales et nos besoins
en tant qu'adulte d'accomplissement, de réalisation, de besoins physiologiques, enfin tous les besoins dont on a fille. Ensuite, évidemment, avec les années, notre personnalité s'est construite. Donc, on est aussi fait de tout notre vécu, de ce qu'on aura perçu comme un échec, comme une leçon de vie, ou ce qu'on aura perçu comme une victoire. Et donc, on a un prisme de lecture de la vie qui nous est propre. Et puis après, il y aura la question de se donner les moyens pour arriver à ce qu'on se souhaite à soi, en fait. Une fois qu'on a identifié ses besoins, je pense que c'est une des clés fondamentales. Une fois que j'ai identifié mes besoins, petits besoins ou grands besoins, mais on va dire d'accomplissement de vie, c'est pouvoir créer toutes les conditions et être connecté assez à ses ressources et à ce qu'on est pour pouvoir se donner les moyens d'y arriver. Le bonheur, pour moi, c'est ça. À la fois, je dirais que j'ai deux visions. À la fois, c'est un objectif et à la fois, c'est le chemin. Je pense que le bonheur se construit chaque jour. Je me rappelle d'une personne, une fois, qui était étonnée par ma capacité de résilience et par le fait que je sois si souriante et si positive avec tout ce qui m'était arrivé. Et vous avez été heureuse, vous avez été heureuse. Le bonheur, il est arrivé du jour au lendemain, ou est-ce que c'était un petit peu tous les jours? Et en fait, j'ai trouvé la question super intéressante. Je me dis, en fait, c'est un peu tous les jours. C'est comme si on agglomérait, en fait. Notre prisme de lecture de la vie, je pense qu'il y a des choses fondamentales, c'est effectivement le fait de pouvoir trier tout ce qu'on nous a donné, arriver à avoir ce filtre pour garder ce qui est juste pour nous, et donc essayer de travailler cet ancrage, savoir quand est-ce que c'est juste pour soi, à quel moment je sais en moi que c'est OK, que c'est juste. Donc il y a l'agglomération de tout ça, donc on garde et puis on se construit petit à petit, et à un moment donné, les choses deviennent évidentes. Donc, je pense que le bonheur se construit chaque jour, et à un moment donné, les choses se posent. Il y a aussi la question de comment on appelle ça, de la synchronicité, j'ai envie de dire, qui se joue aussi. Je sais que ce que je disais tout au début de notre échange, et je peux y revenir là, c'est que j'avais envie de faire certaines choses à 19 ans, et c'était juste pour faire ça. Et on m'a dit non. J'ai pas poussé. C'était ma responsabilité aussi. J'ai pas poussé. J'ai décidé d'écouter ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai pris des décisions. Finalement, petit à petit, j'ai appris à écouter ce que mon corps me disait, ce que mes pensées me disaient, ce que j'ai commencé à me remettre en cause, à me poser des questions, à explorer mon histoire, à explorer tout ce qui m'entourait, donc mon cercle familial, à écouter d'autres référents, à me dire, il y a d'autres modèles qui vont peut-être à faire preuve de curiosité. Et je me suis ouverte à ça. Et finalement, je ne me suis jamais dit, je vais devenir comédienne, c'est pour ça que je fais tout ça. Je suis sortie d'une situation qui ne m'allait pas, et j'ai avancé petit à petit. J'ai fait du marketing, c'était pas prévu au programme, et j'ai rebondi petit à petit pour finalement, à un moment donné, arriver à un moment de ma vie où c'est devenu hyper juste. Les choses arrivaient de manière juste, en fait. Le spectacle, je l'ai écrit, je savais pas que c'était un spectacle, je savais pas que j'allais monter sur scène, mais je me suis écoutée petit pas par petit pas. Et c'est ce qui a fait que je suis arrivée à un moment donné à ce que je suis aujourd'hui. Certains visionnaires se disent, la projection positive, c'est hyper important, il faut se visualiser. Moi, je pense que oui, les sportifs, oui, ça, c'est une technique, je pense que ça fonctionne aussi. En tout cas, ce que moi, j'ai expérimenté, ça a été autre chose. C'est-à-dire que je savais assez tôt ce que j'avais envie de faire, et finalement, c'est les événements et le chemin que j'ai parcouru, et le fait que je me sois à chaque fois reconnectée au plaisir, et à chaque fois que j'ai essayé d'être juste en prenant mes décisions, en essayant d'être authentique et de sentir que c'était juste, et en restant connectée à mes valeurs, qui m'ont permis finalement de revenir d'où j'étais, presque du point bien sûr. éloigné de mon chemin. Quelle aurait été ma vie? Et peut-être qu'il fallait que je vive tout ça pour en arriver là, je ne sais pas. En fait, ça, je n'ai pas de croyance là-dessus. En tout cas, je sais est-ce qu'on peut se dire que c'est un mal pour un bien, alors? Je souhaite à personne de vivre toutes ces galères. Je ne pense pas qu'il faille vivre toutes ces galères-là non plus pour être résilient et pour être heureux dans la vie. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des personnalités résilientes. Et puis, il n'y a pas de petits et de grands problèmes. Donc, de toute façon, non. Mais aujourd'hui, ma vie est telle qu'elle est. Elle m'a appris énormément. Oui, il me manque des choses que j'aimerais avoir. J'aimerais être maman. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Mais
Mais je dirais que ma posture, probablement, et mon prisme de lecture me permet d'avoir appris tellement de choses et de me sentir tellement connectée à l'autre et à ce que je suis, que un mal pour un bien, en tout cas, je peux pas remercier la vie d'avoir vécu autant de galères, mais je peux remercier les référents que j'ai croisés, et ce que j'ai pu, moi, je peux quelque part faire preuve de gratitude envers moi-même, mais envers les gens qui m'ont entourée. Et je pense qu'on est tous dotés de cette capacité d'ouverture, sinon on a envie d'écouter, d'ouvrir et voir les choses autrement. Et je reviens au prisme de lecture. Moi, le prisme de lecture dans la vie, ça a été vraiment toujours de me dire oui, je tombe. Et un de mes mentors, c'est Nelson Mandela, clairement. Je tombe, ok. Personne ne pourra m'empêcher de tomber. Personne ne pourra empêcher le fait que je tombe dans la vie. La question d'après, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais pour me relever? Une fois que je suis relevée, est-ce que je continue d'avancer? Et qu'est-ce que cette épreuve ou le fait d'être tombée m'a apporté? Sortir grandi, et c'est là où la définition de la résilience pour moi doit avoir vraiment cet aspect-là, c'est à la fois avoir la capacité de traverser une épreuve, mais aussi cette notion de développement, c'est-à-dire je traverse l'épreuve, mais comment j'en ressors grandi? Qu'est-ce que j'ai appris de ce qui m'est arrivé? Je pense qu'à partir du moment où on essaie toujours soit de se féliciter, de se dire tiens, ça peut être un truc tout bête, c'est pas un truc nouveau forcément. Mais moi, je vois des gens en atelier qui ont découvert qu'ils étaient finalement hyper positifs, alors qu'ils se trouvaient pas plus positifs. Ils se sont reconnectés à ça, ou ils se sont rendus compte que ils avaient un entourage hyper aidant, mais que simplement ils ne savaient pas demander de l'aide. Et du coup, ils se reconnectent à ça. Ils se découvrent des talents. Il y a des gens, enfin moi, je sais que la pièce de théâtre, typiquement, je l'ai écrite à un moment. On peut penser à Charlie Chaplin qui disait du chaos naissent les étoiles. C'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais dans un moment très, très sombre, finalement, j'en ai ressorti quelque chose d'extraordinairement positif, peut-être pour contrecarrer le coup du sort qui m'arrivait. Je pense qu'on peut toujours en sortir quelque chose de positif. On peut toujours en sortir quelque chose de positif. Mais est-ce qu'il nous arrive quand même de nous tromper, de faire mauvaise route? Ou est-ce que c'est forcément dans notre chemin d'apprentissage et résultat, c'est pas grave parce qu'on arrivera toujours à en sortir un truc de positif? Alors là, il y a plusieurs questions. Alors déjà, ça veut dire quoi se tromper? C'est une très bonne question. Je me la pose aussi en ce moment. Parce que ça veut dire quoi se tromper? Ça fait partie du prisme de lecture de la vie. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'apprends quelque chose? Très souvent, on se retrouve face à cette situation-là. Alors, personnellement et en cabinet, je trouve qu'il y a beaucoup cette question de la peur de décider de quelque chose. Qu'est-ce que je décide par rapport à quoi? Ce que je dis souvent, c'est évidemment, on pourrait se dire, il faudrait que je sois dans le futur pour savoir si la décision était bonne ou pas. Sauf que ma décision, je la prends aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, je la prends en tout état de cause, à ce moment-là, avec ce que j'ai à ma disposition, au moment où je prends ma décision. Avoir cette capacité de lâcher prise en se disant, je prends du recul, je prends la décision avec cette photo aujourd'hui, mais j'accepte déjà que peut-être la décision ne serait pas la bonne. Ça remet une couche au problème, en fait. J'ai mis à accepter de se tromper parce que c'est quelque chose, c'est un titre qui parle à tout le monde. Mais en réalité, je pense que c'est avoir la capacité de décider dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire aussi, en tout cas, d'essayer d'être connecté à cette idée que ce n'est pas un échec. Voilà, c'est ce prisme-là toujours qu'on a. C'est un peu binaire, en fait. C'est oui, non, échec, réussite. Je mettrais la leçon ici, en fait. On peut regarder un troisième chemin et se dire qu'il y a peut-être un troisième chemin et ça s'appellerait une leçon de vie. Exemple, l'armée, je l'ai faite. Je suis très heureuse d'avoir arrêté l'armée. Mais je suis aussi très heureuse de l'avoir fait parce que j'ai appris le dépassement de soi physique, parce que j'ai appris à savoir dire non. C'est l'armée qui m'a poussée et qui m'a amenée à avoir presque une colère et qui m'a poussée à me dire j'arrête, stop. Donc c'est devenu un moteur en fait. Donc je ne regretterai jamais d'avoir fait l'armée. J'ai appris et j'ai su que je pouvais me conformer à une autorité très rigide, mais j'ai appris aussi que je me demandais pourquoi je voulais faire les choses et qu'il était impossible pour moi d'obéir
sans qu'on m'explique pourquoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai appris sur moi. Enfin, c'est vraiment une question de est-ce que c'est une leçon de vie ou est-ce que c'est un échec ou une réussite? Donc, accepter de se tromper, c'est accepter, je pense, vraiment de pouvoir décider à un moment donné, en lâchant le passé et le futur, en restant vraiment sur quelque chose de très ancré dans le présent. Ouais, vous en parlez comme une étape vers une transformation. Oui, Euh, c'est ça. c'est une transformation vers où? Vers quoi? Alors Vers... là, on parle de mon histoire personnelle. Accepter de se tromper, c'est accepter de prendre un risque, en fait. C'est accepter de faire de peser le pour et le contre, et à un moment donné, de se dire, bon, bah, je décide, parce qu'à un moment donné, parfois, les deux décisions sont bonnes, mais je dois agir et je dois décider. Et donc, si j'accueille le fait que je peux me tromper en me disant, OK, au pire des cas, je décide ça. Au pire des cas, c'est pas la bonne décision, je me suis trompée. Et alors, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est peut-être se confronter aussi à la peur qu'il y a derrière et se dire, est-ce que cette peur est réelle? Est-ce qu'elle est réaliste? Très souvent, quand on reste en inaction comme ça, hein, et qu'on bloque et qu'on a peur et qu'on n'agit pas ou qu'on n'arrive pas à mettre en place des choses parce qu'on a la peur de se tromper, on se rajoute une pression supplémentaire et on tombe dans l'inaction et on reste dans le blocage profond. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller questionner ce qu'il y a derrière cette peur de se tromper. Me concernant, si je parle de mon expérience personnelle, je voulais être parfaite. Donc, pour être parfaite, je ne pouvais pas me tromper. Et pour ne pas me tromper, je devais calculer tout dans les moindres détails. Sauf que du coup, ça m'amenait dans un champ des possibles infini, dans un questionnement infini. Mental, j'étais dans le mental plus, et à un moment donné, je n'arrivais plus à décider. Je voulais être parfaite. Comme c'était inaccessible, ça devenait insurmontable, en fait. Il fallait contrôler la totalité des paramètres. Et en fait, on se rend souvent compte que la peur qu'on a, en réalité, elle est là, quand on est en stress, elle est là, à l'intérieur de nous. Et quand on la décortique, on la sort, qu'on dit, OK, il y a quoi comme peur derrière la peur de se tromper? C'est la peur de quoi? Et c'est un travail qu'on peut faire avec un praticien, hein, d'ailleurs, ou avec même parfois des amis, simplement. La réalité, elle est là. Donc, accepter de se tromper, c'est peut-être se confronter aux peurs pour pouvoir s'enlever une certaine pression et pouvoir ensuite passer à l'action. Oui, sortir de sa zone de confort, clairement, oui, d'une certaine manière, mais se rassurer en même temps. Et donc, pour vous, quel est le sens de la résilience alors? Alors, le sens de la résilience, pour moi, c'est la capacité à pouvoir traverser et surmonter une épreuve, traverser et ou surmonter une épreuve, et en sortir grandi malgré l'adversité. C'est avoir la capacité à pouvoir contacter ses ressources, se connecter à ses ressources pour pouvoir utiliser ses talents, parfois insoupçonnés, utiliser ses ressources, ses ressorts, ses qualités, ses défauts aussi, pour pouvoir gagner en confiance en soi et réussir à traverser ou à surpasser une épreuve. Voilà ce que c'est le sens de la résilience pour moi. Il y a vraiment une notion de développement également. Oui. Ça fait un peu penser au phénix, en fait, tout ça. Le fait de renaître de ses cendres, Ouais. c'est une des figures inspirantes de la résilience, le phénix. Le fait de renaître de ses cendres. Oui, ça peut être une renaissance, mais alors, parce que souvent on me dit, mais en fait, il y a la personne avant-après. Ça, je me dis oui et non, en fait. Ça, un et un nouveau, c'est une personne qui peut-être a gagné en compétences avec l'épreuve qu'elle a traversée parce que elle a su y voir un apprentissage. Vous voyez? Donc, c'est pas la renaissance, oui, d'une certaine manière, mais je dirais plutôt une continuité. Ouais. C'est un peu le cercle de l'infini, quoi. Le kaizen, l'amélioration continue. Je le verrais plutôt sous cet angle-là. D'accord, donc on est toujours le même, mais c'est juste qu'on a des compétences insoupçonnées à l'intérieur et on y fait référence lorsqu'on est poussé dos au mur.
on en prend conscience ou on en découvre de nouvelles. En tout cas, je pense. Ok, Caroline, merci pour cet échange super riche. Très riche, beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci infiniment. Merci infiniment. C'était très sympathique. Merci à toi d'avoir été présent pour ce Café Change. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, partage. N'hésite pas surtout à transmettre. Il y a plein de gens à qui ça pourrait être utile d'avoir accès à ce moment, d'avoir accès à l'échange qu'on vient juste d'avoir. Donc voilà, tu peux aussi participer à ta façon en transmettant au maximum de personnes. Ça nous aidera et ça aidera forcément tes proches aussi. Donc à bientôt pour de futurs échanges. Bye.